Fin des années 70, le peuple japonais commence à se relever malgré deux chocs pétroliers qui ont ralenti son économie. Mais du côté culturel, l'archipel est en effervescence. Astro Boy, Yamato et même Candy sont désormais des œuvres cultes et l'anime japonais un porte-étendard pour les créateurs, notamment à la télévision. En 1978, plus de 50 shows sont diffusés et le traumatisme de la guerre y est bien présent. C'est en 1979 que la SF japonaise connaît une nouvelle révolution avec la sortie de Gundam. Un animé qui va influencer pendant longtemps le genre des mechas réalistes, surnommés les Real Robots. Loin de Goldorak et consorts qui héroïsent ces machines technologiques, ici le robot n'est qu'un outil servant à la guerre. On s'intéresse alors plus aux protagonistes et à la dureté de celle-ci, avec ses dommages collatéraux et ses soldats en plein doute. La destruction y est représentée comme absolue, d'ailleurs dès le début de l'anime, même si la bombe n'y est pas montrée. Pour en savoir plus sur cet animé, je vous conseille fortement cette vidéo de Novacorp sur l'influence de Gundam au Japon. Gundam est rempli d'humanité et de concepts étonnants pour un animé si vieux. C'est véritablement son côté progressif dépeignant la guerre comme étant au détriment de l'humanité, à quel point la guerre empêche l'humanité d'atteindre son potentiel, que Gundam a résonné avec toute une population touchée par le Japon d'après-guerre. À la même période, un talent brut va émerger et s'emparer du thème du nucléaire en imaginant une épopée poétique mais surtout écologique. Cet homme, c'est Hayao Miyazaki. Depuis 1963, Hayao Miyazaki travaille dans l'industrie de l'animation et par son talent gravit peu à peu les échelons. Et en 1978, c'est la consécration, on lui propose le statut de réalisateur sur une nouvelle série, Conan Future Boy, animé basé sur le roman Young Adult de Alexander Kai, The Incredible Tide. De ce roman décrivant un enfant qui vit dans un monde post-apocalyptique après la Troisième Guerre mondiale, Miyazaki va puiser et mettre les premiers jalons de ses créations. Tout y est, la guerre, la destruction de l'environnement par l'homme, un héros solitaire et des modèles d'avions imaginaires, grande prédilection du réalisateur. Comment ne pas voir l'influence de la bomba dès le début de la série? Une telle influence qu'en 1982, il imaginera Nausicaa et la vallée du vent. Dans ce récit, une héroïne se bat pour son peuple, mais surtout pour une forêt considérée comme dangereuse et contaminée depuis une guerre oubliée de tous. Dans le film, la bombe nucléaire est d'ailleurs personnifiée par un grand guerrier au crâne apparent, déliquescence de l'atome, mais montrant une puissance sans fin. Une obsession pour Miyazaki qui montrera les effets néfastes de la bombe dans Le Château dans le ciel et métaphoriquement dans Princesse Mononoke. Comment ne pas voir dans les personnages infectés par la contamination de la forêt une représentation des Hibakusha, ces personnes mises à la marge de la société car contaminées par la bombe. Le réalisateur se battra toujours pour l'environnement et le message de Nausicaa est aussi double. La forêt, toxique pour les humains, est en fait en train de régénérer les sols contaminés par la Grande Guerre. Miyazaki adresse ainsi un message, la nature est notre allié et doit même parfois réparer les erreurs des hommes. Le succès du film en 1984 marquera un tournant pour Miyazaki qui fonde un an plus tard les studios Ghibli. Si Miyazaki s'est inspiré d'un roman américain, Tetsuo Hara va lui être influencé par les images d'une des franchises phares des années 80. Avec Ken le Survivant ou Hokuto no Ken, Tetsuo Hara reprend à partir de 1983 l'imaginaire du film de Frank Miller à la sauce arts martiaux. Ici, il s'agit bien de montrer un monde apocalyptique détruit par une guerre atomique où les paysages sont aussi dévastés que les sociétés qui se sont créées pour y survivre.
À part Miyazaki, c'est l'un des premiers mangaka à s'immerger dans le post-apo pour le livrer tout entier aux lecteurs japonais. Pour le personnage principal, le mangaka va s'inspirer d'un art martial à la Bruce Lee, un habillement à la Mad Max et une musculature digne de Stallone, sachant que Hara est un grand fan de l'étalon italien. De la quête de vengeance d'un loup solitaire, c'est surtout l'occasion de découvrir que l'homme est retourné à un état de nature où seule la loi du plus fort et la survie comptent. Mais la guerre nucléaire n'amène pas toujours à la fin de la civilisation, et ça, Katsuhiro Otomo l'a bien compris. En 1983, il publie un manga qui devient rapidement un phénomène. Une adaptation au cinéma est même prévue le 16 juillet 1988, une date qui n'est pas choisie au hasard. Tokyo, 16 juillet 1988. En mettant en scène la destruction de Tokyo au tout début de son récit, Katsuhiro Otomo réalise le cauchemar de tous les Japonais depuis Hiroshima, la destruction de leur capitale par la bombe nucléaire. Pour le mangaka, ce point de départ permet surtout de faire un parallèle avec le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un gouvernement autoritaire et corrompu, et d'une bureaucratie latente qui ne laissera peu de place à la manifestation d'une révolte sociétale. Akira suit la destinée de deux jeunes hommes à l'esprit rebelle, Kaneda et Tetsuo, représentants d'une génération désabusée. Ils voient leur vie bouleversée lors de la rencontre fortuite avec un enfant au pouvoir mystérieux. Tetsuo se fait alors capturer par ce gouvernement qui a mis en place un programme qui vise à développer l'énergie psychique d'êtres exceptionnels. Le captif deviendra lui-même une arme aux mains du gouvernement qui se rapproche de la bombe nucléaire par sa puissance infinie et des déformations que le jeune homme subira pour la déchaîner. Une forme d'énergie présente dans tout qui, comme le dira un protagoniste, est similaire à l'atome. Le manga et l'anime Akira vont permettre l'expansion de cet art dans le monde entier, devenant un nouvel ambassadeur de la puissance culturelle japonaise. D'ailleurs, avant Akira, l'un des premiers mangas traduits en français sera Gen d'Hiroshima, selon l'histoire vraie de son auteur, ayant perdu une partie de sa famille dans le bombardement américain. Pourtant, aucune de ses œuvres ne mentionnera l'un des derniers secrets japonais de la Seconde Guerre mondiale. En 1940, le lieutenant-général Takeo Yasuda de l'armée japonaise commande un rapport sur un nouveau concept révélé en fin d'année 1939, la fission nucléaire, qui promet la libération d'une énergie folle. Un des scientifiques lui confirme alors que théoriquement, cette découverte pourrait mener à une nouvelle arme destructrice. Un an plus tard, le projet Nigo est lancé, le programme de développement d'armes nucléaires du Japon. Le lieutenant fait alors appel à Yoshio Nishida, physicien reconnu. Il travaille dans un institut près de Tokyo, le RIKEN, qui possède déjà des cyclotrons, un accélérateur de particules qui est à la base des récentes découvertes de la fission nucléaire. Car pour avoir une bombe nucléaire, il faut enrichir l'uranium pour que la fission nucléaire puisse produire une réaction en chaîne allant vers l'explosion. Mais les Japonais n'arriveront jamais à atteindre leur objectif. Le RIKEN est bombardé en avril 1945, détruisant les recherches, et le régime nazi, qui a produit plusieurs piles atomiques, ne partagera jamais ses découvertes. Lors de la capitulation du Japon, les archives du projet seront détruites et les cyclotrons, détruits à l'explosif par les Américains, mettant fin à ce funeste projet. Avec les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, le projet sera un sujet tabou de l'histoire japonaise. Mais avec la fin de la guerre froide, la menace s'éloigne. Le nucléaire civil a gagné, car avec plus de 50 réacteurs, le Japon est la troisième puissance nucléaire civile dans le monde, derrière les États-Unis et la France. Pour les auteurs de fiction, le sujet de l'atome est bien plus difficile à traiter, les maisons d'édition verrouillant les publications. Des auteurs comme Leiji Matsumoto iront même jusqu'à collaborer avec TEPCO, la société derrière le nucléaire civil japonais. Ainsi, en 1988, il publiera une publicité avec son style inimitable, on est bien loin de l'époque de Yamato. Tout comme son collègue Toriyama Akira, le papa de Dragon Ball. Mais la censure n'empêche pas l'apparition de chefs-d'œuvre qui prennent en partie la question nucléaire. Ainsi, en 1995 sort Neon Genesis Evangelion, qui reprend la recette de Gundam pour explorer les tréfonds de l'âme humaine.
Dans son épisode 7 tout particulièrement, où le héros apprend qu'un robot concurrent, censé combattre lui aussi les extraterrestres qui menacent la Terre, a été construit autour d'un réacteur nucléaire. Celui-ci menace d'exploser. Le titre de l'épisode, construit par l'homme, n'en est que plus explicite. Pas un hasard lorsqu'on sait que le créateur de la série, Hideaki Anno, a pendant longtemps travaillé avec Miyazaki. Pour la petite histoire, c'est Hideaki Anno qui avait animé le soldat géant dans Nausicaa et la vallée du vent. Quelques œuvres vont encore jalonner cette peur de l'atome, mais par le biais de nouveaux formats, comme le jeu vidéo. Et notamment 2 œuvres qui ont symbolisé l'arrivée de la maturité dans la narration du genre. Ainsi, Final Fantasy VII, sorti en 1997 sur PlayStation, est un peu le fils spirituel de Nausicaa et de Akira. D'Akira, il prendra le style cyberpunk de Midgar, sa fameuse séquence en moto, et la dualité du héros et de son ennemi, qui étaient meilleurs amis avant leur transformation en armes par le gouvernement. Et de Nausicaa, il prendra son message, foncièrement écologique et anti-nucléaire. Dans le jeu, on suit une bande d'éco-terroristes dénonçant l'utilisation d'une énergie dangereuse, la Mako. Tellement dangereuse d'ailleurs que la ville de Gongaka en a fait les frais. La ville rappelle d'ailleurs Tchernobyl, cette ville abandonnée après l'explosion d'un réacteur. Dans le jeu, les réacteurs Mako polluent mais fournissent énormément d'électricité qui permettent à cette mégacité d'exister. D'ailleurs, la société qui gère ces installations, la Shinra, est devenue l'organe dirigeant de Midgar et manipule et instaure un régime autoritaire. On pourrait presque voir une critique de TEPCO car on sait que la société a menti de nombreuses années sur les incidents nucléaires. Avec Fukushima, le gouvernement décidera d'ailleurs de la nationaliser. Mais ce n'est pas tout, la Mako rend malade lors de son exposition prolongée et est utilisée comme arme comme la bombe nucléaire. On pourrait même interpréter la rivière de la vie, élément central du récit de FF7, comme l'uranium présent dans les couches terrestres qui permet à la Terre de chauffer son noyau. En tout cas, le jeu sera un raz-de-marée à sa sortie et l'on verra si son remake annoncé gardera les mêmes prérogatives. Un autre jeu sort en 1998 où le message écologique est remplacé par un message tout aussi urgent, celui du désarmement. Metal Gear Solid lui se fera un plaisir de distiller au travers de ses épisodes un sentiment d'urgence face au pouvoir de destruction qui est tombé aux mains de l'homme. C'est par le biais d'Otacon que la complexité de la question nucléaire est abordée. Son grand-père avait participé au projet Manhattan, son père est né le jour de la bombe d'Hiroshima et lui-même créera une machine de mort, le Metal Gear Rex. Un robot bipède, piloté de l'intérieur, vision réaliste de l'époque qui fait écho à Gundam. D'ailleurs, son surnom Otacon vient de son amour de la culture japonaise, comme une rédemption de son histoire familiale. Kojima sera l'un des seuls à parler du nucléaire et de ses dangers dans son pays en 2 décennies. Le message anti-nucléaire sera porté dans toute la saga, allant même jusqu'à Metal Gear Solid 5, où le créateur, avant de se faire virer par Konami, lancera un dernier défi aux joueurs: désarmer toutes les armes nucléaires du jeu online. Et malgré le leak de la vidéo d'accomplissement de cet exploit, les conditions n'ont toujours pas été remplies à ce jour, tout comme dans notre monde. Aujourd'hui, 7 ans ont passé depuis l'incident nucléaire de Fukushima et la cicatrice est toujours là. Car contrairement à 1945, la société japonaise est divisée. Seulement quelques réacteurs ont été réactivés depuis et le japonais moyen regarde toujours d'un air soupçonneux l'eau de son bain quotidien. Le mouvement antinucléaire est fort, mais le gouvernement demande la réouverture des centrales pour éviter une catastrophe énergétique. Cette nouvelle peur du nucléaire, Gareth Edwards l'a bien compris. En reprenant Godzilla, emblème japonais, il fait commencer l'histoire par l'effondrement d'une centrale fictive dans l'archipel. Désormais, c'est au Japon de se réapproprier ce moment sombre de son histoire pour mettre en garde les générations futures et ainsi aller de l'avant sans oublier les erreurs du passé.